Alors, à mon tour maintenant de faire ma présentation, mais écoutez, un peu dans la lignée de ce que Frédéric annonçait, je vais dans le concret. Comme syndicaliste, c'est mon travail. Dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est une présentation. Moi, c'est mon pain quotidien, là, la question du combat contre les politiques d'austérité, particulièrement, bien entendu, dans les universités. Mais aussi toute la question de la contractualisation, les chargés de cours. Je suis chargé de cours moi-même. Donc, c'est une mosaïque, ma présentation. J'irai rapidement, j'irai rondement, en effleurant, en fait, l'ensemble de mes sujets. Et dans un premier temps, donc, sur les politiques d'austérité dans les universités. Alors, concrètement, ce qu'on fait. Et dans un deuxième temps, sur comment, donc, résoudre le paradoxe, c'est-à-dire ne pas encourager la contractualisation tout en défendant les contractuels. Alors, et si j'ai le temps, j'irai un peu de nos représentations à l'international. Alors, simplement pour que vous sachiez qui je suis, j'ai enseigné, en fait, à l'Université Laval en histoire du théâtre, la sociocritique du théâtre, littérature québécoise, pendant une douzaine d'années. Puis, bien entendu, là, depuis 3 ans, je suis à la FNEC, à l'exécutif de la FNEC. Donc, j'ai malheureusement plus le temps d'enseigner, mais je trouve beaucoup de valeur à mon travail. Vous savez que la FNEC représente l'ensemble des chargés de cours au Québec, sauf Sherbrooke et Trois-Rivières, et on nous dit toujours à répétition qu'il n'y a pas de chargé de cours à Bishop, mais on en doute. Alors, rapidement, sur les politiques d'austérité, donc dans les universités, bien entendu, à la Fédération, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dénoncé publiquement dès le début. Et là, dès le début, il faut se rappeler que c'est le Parti québécois qui a lancé le bal, hein, avec des coupes en plein milieu d'année budgétaire, qui a déséquilibré l'année budgétaire des universités, etc. Et le PLQ s'est dit, bon, bien, si le PQ le fait, pourquoi pas continuer? Alors, ensuite de ça, on a dénoncé, on a fait des représentations politiques auprès des ministres de l'Immigration qu'on nous donne. C'est pas de l'immigration, de l'éducation. Donc, ce n'est pas nous qui les choisis. Donc, ce sont nos interlocuteurs. Et oui, effectivement, on a discuté de ça avec M. Bolduc. Et la semaine dernière, j'étais avec M. Blais. C'est guère mieux. Ensuite de ça, collectivement, parce qu'on a des syndicats de chargés de cours partout sur le territoire québécois, ce qu'on a demandé aux délégués, c'est de recenser essentiellement les impacts concrets négatifs des compressions, c'est-à-dire abolition de cours, de programmes, fermeture, augmentation des sections. On prend 3 cours de 30 étudiants, on fait une grande section de 90 étudiants. Comme ça nous a permis de mesurer concrètement les impacts des coupures budgétaires dans les universités. C'est-à-dire des cours qui sautent. Ça affecte le cheminement traditionnel de l'étudiant parce que son cours qui doit se donner, le cours 101 qui doit se donner en septembre ne se donne pas. Donc, comment peut-il suivre le cours 102 en janvier, etc., etc., etc. Et ça, on a monté quand même une liste noire qu'on appelait assez quand même incriminante et que rapidement, on a commencé à couler dans certains médias et qu'on a remis au ministère de l'Enseignement supérieur, bon, etc. Évidemment, ils ont continué, mais c'est simplement pour vous dire ce qu'on a fait concrètement. Ensuite de ça, on a invité les syndicats de chargés de cours non FNEC, ceux que j'ai nommés tout à l'heure, Sherbrooke, Trois-Rivières et les professeurs à temps partiel de Concordia, à s'asseoir avec nous, avec l'ensemble des délégués, en disant, écoutez, nous sommes tous victimes de ces compressions-là, et on s'est entendu sur une plateforme commune, en fait, une espèce de communiqué de presse. Ce n'est pas révolutionnaire, je suis d'accord, mais c'est inscrit dans un plan d'action qui va se déployer à l'automne. Parce qu'il faut comprendre que pour l'étudiant moyen qui a commencé son université en septembre ou en janvier, les impacts négatifs, il ne les a pas encore vus. Lui, il s'est inscrit dans un cours où il y a 290 étudiants. On ne lui a pas dit qu'avant, il y en avait 60. À l'automne prochain, il y a des étudiants qui vont commencer à faire le comparatif en disant « mais c'était pas comme ça », etc. Et donc, on espère qu'il y a de plus en plus de mobilisation qui va se faire. Et là, tous les chargés de cours du Québec vont travailler ensemble pour dénoncer ces impacts-là, vont continuer, en fait, à le faire. En parallèle avec ça, il existe une table non décisionnelle, assez informelle, avec un fonctionnement là, très horizontal qui s'appelle la table des partenaires universitaires, qui existe depuis, mon Dieu, une vingtaine d'années. Je regarde Robert parce que peut-être que tu pourrais me dire si ça fait plus longtemps que ça. Moi, je m'en occupe depuis 3 ans. Donc, à cette table-là, il y a maintenant l'association étudiante, parce que vous n'avez pas besoin de faire le portrait, là, le portrait des associations étudiantes présentement est, disons, en mouvance. Donc, l'AC est là, la FEUC était là, la TASEC était là à l'époque, les professeurs d'université sont là, les chargés de cours, bien entendu, les FNEC et non-FNEC, les employés de soutien, la FTQ, la CSQ. Et cette table des partenaires-là a produit, elle aussi, un manifeste qui, en fait,
dit que la communauté universitaire va se porter à la défense de l'université parce que, de toute évidence, ce n'est pas les administrations qui vont faire la job qui est la leur, mais qu'ils ne la font pas. À preuve, le budget équilibré déposé par l'Université Laval, malgré 50 millions de coupes. Et je vous laisse déduire. Si le système est capable de fonctionner à vide, je vous assure qu'on va continuer à le vider. Ensuite de ça, il y a le plan d'action, etc. Tout ça va se déployer à l'automne. Et toujours en parallèle, c'est qu'on fait une étude, une analyse des états financiers de l'ensemble des universités à travers le Québec pour, chiffres à l'appui, démontrer la différence entre avant les compressions et maintenant dans les compressions, autant dans la masse salariale, parce que moins il y a de personnel enseignant, moins il y a de cours qui se donnent, etc. Et ça, il faut retenir que, et ça rejoint un peu ce que mes camarades ont dit, c'est que toutes nos représentations visent à protéger les missions essentielles des universités. Au-delà de nos conditions de travail, il faut se le dire, c'est que s'il n'y a plus d'université, il n'y en a plus de chargés de cours, il n'y en a plus de profs. C'est au-delà, il faut aller macro. Et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Et les premiers touchés par les politiques d'austérité du gouvernement sont les étudiants, dans l'offre de services, dans l'offre de cours, dans l'échantillonnage, dans le savoir qui disparaît tranquillement, et les contractuels. Et quand je dis contractuels, je dis autant étudiants salariés que chargés de cours. Chargés d'enseignement, les universités sont très créatives là, pour créer toutes sortes de statuts, etc. Là. Et ce sont ces gens-là parce qu'ils sont les plus faciles à tasser. Maintenant, pour compléter un peu sur les pistes de Marie-Pierre, je vais adapter ma présentation à ce qu'elle a dit et pas dit. Vous savez, quand on parle que l'université s'est transformée, c'est un fait. Les contractuels ont toujours fait partie de la mission universitaire. Des professeurs qui intervenaient sporadiquement sur des sujets très précis, professeurs invités, etc. Ça a toujours existé. Le portrait actuel au Québec est très révélateur. Il y a environ 15 000 chargés de cours, à peu près 25 à 30 000 étudiants salariés et 9 500 professeurs. J'arrondis. Alors ça, c'est le portrait actuel. Et donc, si la contractualisation a toujours existé et qu'elle est croissante, on a les chiffres devant nous. Parce qu'à partir du moment où les chargés de cours se sont organisés, particulièrement en fin des années 70-80, se sont syndiqués, ont fait des avancées salariales et dans leurs conventions collectives, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté la naissance ou la croissance rapide de ce qu'on appelle le financement intégré. Et qu'est-ce que c'est le financement intégré? C'est financer les étudiants pendant leurs études en les faisant travailler plutôt qu'en leur donnant des bourses. Et ça, c'est un phénomène qui est à peine étudié. Okay? Et on se retrouve avec des étudiants qui enseignent à des étudiants. Et c'est pourquoi ce phénomène-là est en croissance, c'est qu'ils sont encore plus fragiles et encore plus précaires que les chargés de cours. Et en plus, ils ont un avantage extraordinaire, c'est qu'ils vont finir leurs études. Et il y en a d'autres qui arrivent, il y a une autre cohorte. Et donc, ça roule. Et l'université roule là-dessus de plus en plus. Écoutez, à l'Université Laval, là, le plus gros syndicat, c'est le syndicat des étudiants salariés. Okay, ils sont au-dessus de 5 000 maintenant. Moi, en 2003, j'étais aux études, je ne sais pas si j'étais à la maîtrise ou au doc, mais bref, j'étais auxiliaire. Et on n'était pas syndiqués, donc on travaillait avec ce qu'on nous offrait, etc. Mais il n'y avait pas 5 000 étudiants salariés. C'est impossible. Aujourd'hui, à l'Université Laval, ils gèrent l'alimentation, ils passent la MOP la nuit dans les résidences, ils font des ententes commerciales avec le rectorat sur le développement de ci ou de ça. C'est incroyable. Ils donnent des cours, ils corrigent, ils supervisent les examens et ils enseignent aussi. Donc, il y a une manne. Les universités font des économies sur le dos des étudiants. Pardon? Alors, rapidement, sur la syndicalisation. Là, je vous l'ai dit tout à l'heure, la syndicalisation des chargés de cours date il y a une quarantaine d'années, 30 à 40 ans. Et j'aime à dire qu'en fait, ce qui s'est, et je le disais à l'Association canadienne des professeurs d'université il n'y a pas si longtemps, c'est qu'en fait, et Marie-Pierre l'a souligné, il y aura eu aux États-Unis comme au Canada plus ou moins une génération et demie de professeurs permanents, syndiqués, avec des conditions de travail décentes, ce avec quoi on est tous tout à fait d'accord. Mais rapidement, on a vu un renversement, et ça, on l'a dans des statistiques. Aux États-Unis, Marie-Pierre l'a souligné,
de presque 75 des cours qui étaient donnés par des professeurs permanents. Maintenant, c'est 26 et on peut suivre la transformation à partir de l'embauche massive de ces profs-là au retour de la Deuxième Guerre mondiale. Et à partir du milieu des années 70 ou fin 70, c'est vraiment la tendance inverse. Et ici, bien que les chiffres soient différents, c'est essentiellement la même chose qui s'est passée. Je vais vite parce que j'ai déjà eu mon 5 minutes, là. Alors, ce qu'on fait, je vais aller rapidement sur la protection des contractuels, c'est-à-dire la contractualisation, c'est un phénomène. Entre autres, Marie-Pierre est au comité École et Société à la FNEC et on soutient les démarches pour vraiment que la contractualisation devienne un sujet d'étude. C'est-à-dire, on le comprend très bien, ça vient du marché, de l'entreprise, de la manufacturière ou peu importe. Hein, c'est un statut d'emploi qui est précaire, sur lequel on peut faire des économies, etc. Et ça, on peut dénoncer, à la limite, la contractualisation. Mais pendant ce temps-là, il y a des contractuels. Et l'expression consacrée, c'est comment peut-on civiliser la contractualisation? Parce que les contractuels ne sont pas responsables de cet état-là. Hein? En fait, ils souffrent des politiques d'austérité les premiers. Ils ne les ont pas créés. Hein? Parce que si on réfléchit, les contractuels, c'est une source d'économie. Donc, dans un contexte d'austère, on devient une part de la solution. Vous me suivez? Bon. Mais en revanche, on s'appuie sur les étudiants salariés. Bon. Alors, ce qu'on fait, la Fédération est la seule fédération à la CSN qui est membre de l'International de l'éducation. C'est 30 millions de membres partout dans le monde, etc. Et nous, on prétend que c'est essentiel qu'on aille donc dans différents pays s'informer, parce que ces tendances-là, lourdes, la managérialisation, marchandisation, assurance qualité, tout ça, c'est partout dans le monde, à des degrés divers. Certains sont dans de bien pires situations, d'autres essaient de revenir un peu vers l'arrière. On va s'inspirer de leurs solutions, hein, notamment aux États-Unis. Ils sont vraiment en train de s'organiser. À titre d'exemple, le 25 février dernier, une première nationale, tous les contractuels des États-Unis, sur des centaines de campus, ont fait des actions symboliques, parce que faire la grève aux États-Unis dans certains États, là, ici, on a des profs suspendus pour une journée, là-bas, ça sera encore pire. Donc, mais d'est en ouest, ils ont tenu ces activités de mobilisation-là pour dire, regardez, c'est nous qui donnons les cours. C'est nous qui font marcher les collèges et les universités. Et c'est le discours qu'on tient de plus en plus, c'est-à-dire qui est le corps enseignant majoritaire dans les universités québécoises? Bien, ce sont ces contractuels-là. Et donc, au lieu de demander le respect, le ci, le ça, on va le prendre, on va utiliser notre poids majoritaire à l'intérieur des universités et on va, parce qu'on travaille en collégialité avec nos camarades professeurs de plus en plus, les guéguerres des années 80 sont loin derrière nous. Moi, le président de la Fédération québécoise des profs m'invite chez lui. J'ai décliné parce que je n'étais pas disponible, mais pour vous dire, on a de très bonnes relations avec les profs d'université maintenant. Et donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça comme un rapport de force, se porter à la défense de l'université et exiger en contrepartie une redistribution des cartes, c'est-à-dire rien de moins qu'un rebrassage du pouvoir à l'intérieur de l'institution, parce qu'on prétend que ceux et celles qui sont les mieux placés pour sauver l'université, ce sont ceux et celles qui la font, qui y enseignent, qui y étudient. Voilà.